Jeudi 1er février 2024, les impressions d'Eblen à quelques semaines de son premier combat sous la bannière du PFL. Erin Blankfield est prête pour Manon Fiorot. Une nouvelle catégorie va-t-elle voir le jour à l'UFC? On parlera aussi bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Sean Woodson, vainqueur de Charles Jourdain lors de l'UFC 297, est revenu sur sa prestation et il affirme, après avoir revu le combat, que même s'il aurait pu faire mieux, sa victoire ne fait aucun doute. Il reconnaît à son adversaire le meilleur qu'il n'a jamais affronté d'après ses dires, une très bonne préparation qui lui a permis de ne pas se faire avoir par ses différentes feintes. Je rappelle que Woodson est connu pour tous ses gestes parasites qui peuvent être très troublants pour ses adversaires. Adversaire d'ailleurs qui l'attendait plus agressif, mais a senti que quelque chose le gênait dans son style. Il a aussi répété ce qu'il avait déjà dit juste après le combat, à savoir que sa préparation avait été entachée de nombreuses blessures et de maladies, et qu'il a donc dû gérer son énergie pour aller au bout des 3 rounds. Enfin, il espère revenir en mai ou en juin, et même si aucun combat ne lui est booké pour cette période, il se tiendra prêt pour un short notice. Johnny Eblen, champion des poids moyens du Bellator, affrontera Impa Kasanganay, champion lui des poids lourds légers, lors de la soirée champion contre champion du PFL. Ce combat se fera néanmoins en moins de 84 kg. La carte d'ailleurs débutera à 23h heure locale de Riyad, ce qui donne 21h en France, et ayant déjà combattu hors des États-Unis, notamment à Dublin, Eblen estime que ce ne sera pas un problème pour lui. Souvent critiqué pour son style qui n'est pas des plus spectaculaires, il pense pourtant amener quelque chose à chaque fois qu'il entre dans la cage et devenir de plus en plus intéressant au fur et à mesure qu'il gagne en expérience. Je rappelle qu'il affiche un record parfait de 14 victoires en 14 combats avec 6 KO et une soumission. C'est aussi un partenaire d'entraînement de Sean Strickland, et même si ce dernier a déclaré il y a quelques temps qu'ils essayaient de se tuer à chaque session, Johnny a tenu à clarifier les choses en expliquant que leurs sparring sont certes très soutenus, mais que si l'un des deux est touché, l'autre a toujours la bienveillance de ne pas mettre le coup de trop. Il dit aussi apprécier Sean Strickland parce qu'avec lui on sait à quoi s'attendre, alors qu'avec d'autres combattants on engage un sparring léger et ensuite il monte en intensité sans prévenir. Sur son combat à venir, il estime être meilleur que son adversaire dans tous les domaines et pense qu'avec un bon fight IQ et un game plan bien préparé, la victoire ne devrait pas lui échapper. Interrogé forcément sur le rachat du Bellator par le PFL, il regrette la perte de possibilités pour les combattants d'aller se vendre au plus offrant, mais concède que ça va permettre de présenter des cartes de bien meilleure qualité aux spectateurs. Blankfield, dans son combat qui l'attend face à Manon Fiorot, est très satisfaite de combattre à Atlantic City puisque c'est dans son état et donc proche de chez elle, ce qui facilite forcément les choses. Elle pense vraiment qu'un combat en 5 rounds serait à son avantage et reconnaît que le draw entre Grasso et Valentina n'a pas aidé ses affaires puisqu'une trilogie aura peut-être lieu. Concernant Manon Fiorot, elle lui reconnaît un bon kickboxing et se doute qu'elle va vouloir garder le combat à distance. Elle se considère elle comme une grappleuse mais estime ne pas avoir de problème si les choses se passent debout. Si elle avait rapidement une opportunité à la ceinture, ce serait l'occasion pour elle de devenir la plus jeune championne de l'histoire de l'UFC, mais tout dépend bien sûr de ce qui va se passer avec la championne. Ce week-end, Renato Moicano fait son retour à la compétition après 1 an d'absence. Il devait à l'époque affronter Tsarukyan en main event mais malheureusement s'était blessé. Maintenant, les deux s'entraînent dans la même salle, mais si un combat devait un jour avoir lieu, ce ne serait pas un problème pour lui puisqu'il considère tout ça comme un business avant tout. D'ailleurs, dans le combat qui va opposer Oliveira à Tsarukyan, il donne l'avantage au Brésilien, expliquant qu'il est plus complet et que Tsarukyan aura du mal à le maintenir au sol. Ce week-end, c'est à l'Apex que ça se passe, face à Drew Dober. Il s'est dit satisfait de l'adversaire qu'il considère toujours plaisant à regarder combattre. Et il en a déjà parlé, mais il le répète, combattre à l'Apex n'est pas ce qu'il aime le plus, mais après 1 an d'absence, il n'avait pas vraiment son mot à dire. Connu pour ses interviews d'après-combat, il a déjà préparé plusieurs discours et choisira celui qui convient le mieux à la situation, expliquant avoir déjà un gros nom en tête pour son prochain fight. D'après lui, le vainqueur du combat pour la BMF devrait affronter Islam Makhachev. Il a aussi eu un mot pour Benoît Saint-Denis qu'il juge très bon, mais qui même en cas de victoire face à Poirier devrait engranger encore 1 ou 2 victoires de haut rang pour mériter sa chance à la ceinture. Alors que Poirier, lui, au contraire, serait tout de suite légitime pour combattre en cas de victoire pour la ceinture. Partenaire d'entraînement de Kayla Harrison, il pense que ce sera très compliqué pour la nouvelle recrue de l'UFC de faire 135 pounds pour son combat prévu face à Holly Holm à l'UFC 300. Raphaël Fiziev est de retour en Thaïlande, il s'entraîne parce que je le rappelle, la dernière fois qu'on l'a vu dans l'octogone c'était contre Gamrot, il s'était blessé à la jambe, on l'avait vu envoyer ce kick et tout de suite s'écrouler au sol, mais il a dit c'est pas au moment du kick que je me suis blessé, c'est sur la phase de lutte qu'il y a eu juste avant, j'ai senti quelque chose qui allait pas dans mon genou, c'est une blessure que j'ai déjà eue donc je savais ce que c'était, je me suis dit là faut se relever et faut y aller, faut tout donner parce que ça va pas durer longtemps. En plus il sentait que Gamrot commençait un peu à tirer la langue, mais malheureusement dès qu'il a envoyé la jambe ça a cassé, ça a pas tenu.
Très déçu bien sûr, c'est très dur mentalement. Gamrot lui a dit qu'il voulait bien lui donner sa revanche, mais il dit voilà, moi quand je vais revenir, je vais prendre le premier qui vient. Je suis pas dans la mentalité de me dire il me faut tel mec ou tel mec, non non, faut que je revienne et faut que je combatte. En plus, il pensait être en train de faire le combat parfait d'un striker contre un grappleur. Il dit ouais, quand on regarde mon combat, j'ai l'impression que j'ai montré ce que devait faire un striker contre un lutteur. Alors on peut pas forcément lui enlever, on sait pas ce qu'aurait donné le combat après, mais voilà, c'était un combat qui était plutôt disputé, en tout cas au début. Il a rendez-vous avec les médecins au mois de février et il dit j'espère après ça pouvoir réintroduire un peu plus de choses dans mon entraînement. Pour l'instant il peut faire que de la boxe, il peut pas envoyer les jambes, il peut encore moins lutter forcément. On dit toujours hein, la lutte c'est le test ultime pour les genoux. Bon bah pour l'instant il en est pas encore là. Il dit aussi qu'il aurait pu affronter Poirier, ça a été en discussion là pendant sa blessure, son manager lui a dit ouais tu sais l'UFC m'avait proposé que tu affrontes Poirier, bon bah malheureusement t'es blessé, je leur ai dit que c'était pas faisable, donc celle-là elle fait mal au moral aussi. Concernant Benoît Saint-Denis, il dit ah je sens qu'un jour lui et moi on va s'affronter, j'ai rien contre lui, je le respecte beaucoup mais je sais pas nous les combattants on a un instinct et je sens que Benoît Saint-Denis et moi à un moment on va entrer dans la cage ensemble. Il est aussi très content que l'UFC le soutienne, il dit ouais quand on m'a proposé Dustin Poirier ça m'a fait très plaisir, je me suis dit ah l'UFC même si je suis pas dans la meilleure série de ma vie, hein, je rappelle qu'il a perdu contre Justin Gaethje, bah du coup perdu contre Gamrot sur blessure mais perdu quand même, et l'UFC qui a pensé à moi pour Poirier ça m'a fait très plaisir. Il y a une rumeur, alors je vous en parle, le main event de l'UFC 300 pourrait être la ceinture inaugurale des 165 pounds. Je rappelle que les poids plumes c'est 145, les poids légers c'est 155 et on passe tout de suite ensuite chez les poids welter, excusez-moi, les plumes c'est 145, les légers 155 et les welter 170. Et depuis des années on dit qu'il faudrait une ceinture à 165 et puis l'autre à 175. Alors là c'est une rumeur, ça fait 2 jours que je vois passer ça sur les réseaux. C'est une rumeur un peu insistante, donc on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Mais lui, Fiziev dit que lui, il pourrait combattre dans cette catégorie, ça lui irait très bien. Il est aussi très content de voir la nouvelle génération qui monte, hein, Benoît Saint-Denis, Gamrot, Tsarukyan. Il est très content que les anciens donnent leur chance aux nouveaux. Et puis il est revenu sur son combat contre Justin Gaethje. Alors il a été un peu dur au début. Au début il dit oui, il a couru pendant 2 rounds, j'ai dû lui courir après, il m'a fui. Ensuite il m'a mis un hypo que je voyais plus rien de mon œil droit, j'avais une tache blanche. Et là il a commencé à accélérer. Et puis ensuite il s'est un peu ravisé, il dit bon voilà, c'est vrai que j'ai pas vraiment suivi le game plan, j'aurais dû faire mieux. Et puis j'ai commencé à avoir le cardio qui me faisait défaut aussi. Donc écoutez, Raphaël Fiziev, très bavard, très bavard. Il a dit beaucoup de choses, il a parlé de la situation de la catégorie, etc. Combattant que moi j'aime beaucoup, un striker mais qui a une très bonne défense de takedown. J'ai hâte de le voir revenir et j'espère surtout qu'il reviendra à 100% parce que c'est le genre de blessure qui peut laisser des traces. Il y en a un, lui, qui est pas très bavard, par contre, c'est Dolidze, le futur adversaire d'Imavov hein, ce week-end. Alors, ce combat, on n'en entend quasiment pas parler. Personne n'en parle, mais le truc c'est que Imavov c'est plutôt un taiseux, c'est pas le genre de mec à faire du trash talk, c'est pas un mec très extravagant. Et puis Dolidze c'est pareil, hier il a donné une interview à The Schmo, franchement faut lui tirer les verres du nez, alors c'est marrant, mais tu lui poses une question, il répond à ta question et rien d'autre, il va pas aller développer. Par exemple on lui dit ouais qu'est-ce que ça va donner ton combat contre Imavov en cas de victoire, et il répond ouais tu sais tout peut arriver, on a vu des gars avoir des title shots très rapidement. Il se passe plein de choses dans la division, tout peut arriver, moi voilà, j'aimerais bien prendre Chimaev parce que c'est un des meilleurs et je veux combattre les meilleurs, mais je comprends pas trop pourquoi il est dans le classement, il a pas battu de vrai poids moyen, bon ça c'est ce que tout le monde dit. Ensuite on lui dit ouais puis qu'est-ce que t'as pensé du combat pour le titre entre Dricus du Plessis et Sean Strickland? Il dit ouais moi je voyais plus Sean Strickland parce que du Plessis j'ai pas l'impression qu'il a fait ce qu'il fallait pour devenir champion, mais ouais tu sais des fois les juges ils voient des choses, moi je suis pas trop d'accord avec eux. Et puis, pareil, à Desania, moi je trouve qu'il parle trop, c'est comme Dricus du Plessis, je comprends pas pourquoi tous ces mecs ils parlent comme ça, on est là pour combattre, après c'est du business, je peux le comprendre aussi. Puis il on peut donner la revanche à Sean Strickland contre Dricus du Plessis, je pense que les gens veulent voir ça. Pourquoi pas Jared Cannonier aussi, d'ailleurs, on a appris quelque chose. Il aurait pu combattre Jared Cannonier, mais Jared Cannonier, vous le savez, est blessé. Du coup, l'UFC lui a dit que c'était pas possible, mais c'était un combat qui avait été sur la table. Donc voilà, ce week-end, on va en parler un peu plus demain, parce qu'il y a les conférences de presse, tout ça, qui vont tomber. Mais c'est vrai qu'on n'en entend pas parler de l'événement du week-end. Alors, il y a un peu Moïcano contre Dober, hein, qui fait un petit peu parler. Mais c'est tout, sinon, franchement, c'est un événement qui passe totalement sous les radars. Sean Brady est blessé et n'affrontera pas Vicente Luque en main event de l'UFC Atlantic City le 30 mars. Alors il semblerait que le combat n'était pas officiellement signé, tout le monde pensait que ça allait être le main event, mais Brady il avait une petite blessure et là ça s'est trop aggravé, il peut pas combattre. Alors c'est sûr que c'est la poisse hein, pour Vicente Luque, déjà il devait affronter Ian Gary, il y a quelques jours du combat Ian Gary se blesse. Finalement, on lui dit bah, tu vas avoir un main event à Atlantic City. Là, Sean Brady se blesse, mais Sean Brady a dit soit il m'attend et je reviens en avril ou en mai, ou soit s'il veut affronter quelqu'un d'autre, bah, je lui souhaite d'avoir un adversaire. C'est vrai que c'est dur pour Vicente Luque. Brady, là, ça y est, on nous le vend, c'est le retour. Il a battu Gastelum, vous allez voir, il va aller haut dans les classements. J'espère que son corps ne va pas lui faire défaut.
Vous le savez, Jim Miller va combattre à l'UFC 300 et il avait demandé à ce que Bruce Buffer dans la cage l'annonce en tant que Jim fucking Miller. Sauf que voilà, Bruce Buffer a dit moi j'aime pas trop dire de gros mots dans mon boulot, tout ça, je vais plutôt l'introduire sous le nom de Jim frigging Miller. Alors frigging, moi je connaissais pas, en fait ça veut dire un peu la même chose que fucking. C'est plus ou moins la même chose, ça va vouloir dire Jim putain de Miller. Mais je pense que frigging est un petit peu moins violent, en tout cas vulgaire que fucking. Ensuite on a Brendan Allen qui nous dit après ce que je vais faire, personne n'a été capable de le faire, vous allez voir, en gros je vais finir Marvin Vettori. Brendan Allen, j'aime bien parce que c'est pas un mec qui parle beaucoup, là je pense qu'il fait ça, c'est pour sa promo, il veut aussi être légitime, il doit sentir que chez les poids moyens il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de mecs qui émergent, et il faut que son nom sorte du panier à lui aussi, donc voilà il dit oui, après ce que je vais faire, en gros on va me respecter, on va me donner des gros combats. C'est vrai que ça va pas être facile d'aller finir Vettori, surtout que Allen c'est un grappleur, voilà il a un striking mais c'est surtout un grappleur, Vettori c'est ce que j'appelle un peu un grinder. Il fait de la dirty box, il va venir au corps à corps, les crochets, les coups, c'est pas très conventionnel, mais c'est efficace, puis il va te coller à la cage, il va te coller au sol. C'est un combat que j'ai très envie de voir et j'espère que ce sera très beau. On a Raquel Pennington qui a des doutes sur Kayla Harrison et a dit quelque chose que beaucoup de gens pensent. Elle dit au PFL, elle n'a pas vraiment été testée. Je pense qu'à l'UFC, elle va être un peu exposée, comme on dit, c'est-à-dire on va voir ses faiblesses. Je sais pas si Holly Holm met le bon combat pour tester Kyle Harrison. Debout, c'est sûr et certain, en tout cas je le pense. Mais maintenant, si ça va au sol pour Holly Holm, ça va être très dur. Surtout que si Harrison arrive à couper le poids, je pense qu'elle va reprendre énormément de poids après la pesée. Donc il y aura sûrement une différence de gabarit. Elle peut aussi être affectée par la perte de poids, je dis pas le contraire. Mais oui, de toute façon, quand tu combats pas à l'UFC, malheureusement, dès que tu arrives dans la grosse ligue, comme on le dit, c'est la Ligue des Champions. Et tout le monde va te dire, ouais, mais t'as combattu personne, t'étais pas à l'UFC, etc. Écoutez, aujourd'hui, elle est à l'UFC, on va voir ce que ça donne. On a Nicolas Hoth, le nouveau coach de Nassourdine Imavov, qui a déclaré chez RMC « Aujourd'hui, Nassour est un petit 84 kg, dans un an, ce sera un gros 84 kg. » Justement, j'en parlais avec un d'entre vous là dans les commentaires, on en reparlera tout à l'heure. Ça va être intéressant de voir Imavov avec sa nouvelle team, c'est peut-être un peu de pression pour lui aussi, il n'était pas sur une belle série, là il change de team, si ça passe pas ce week-end, ça va être dur. Et quand il dit c'est un petit 84 kg, je pense qu'il parle aussi en termes de gabarit. Il faut savoir que contre Dolidze, j'ai l'impression que c'est un buffle. Hier, j'ai vu l'interview, il est impressionnant. C'est vrai que dans les phases de lutte, ça peut peut-être se faire sentir. Alors après, le coin d'Imavov dit, vous allez voir, Imavov au sol, il a encore progressé, c'est très fort, c'est très costaud. Combat intéressant, moi j'ai hâte de voir ce combat là, je sais que ça fait pas rêver tous les fans du monde entier, forcément parce qu'il y a un français, mais aussi parce que voilà, je pense qu'il y a une petite intrigue là-dedans, et donc très hâte à samedi soir pour voir ça. Kevin Lee, j'étais passé complètement au travers de l'information, avait pris sa retraite il y a 6 mois, il dit que là il va revenir en MMA, il dit je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas contre qui, mais je vais revenir, ça fait 6 mois que je suis plus là et ça me manque. Donc Kevin Lee à un moment ça a été le gars qu'on a vu potentiellement comme un champion. Je rappelle qu'il a vu sa chance contre Tony Ferguson pour la ceinture intérim, il avait perdu, puis après ça a été un peu la descente aux enfers. Je m'attends pas à ce qu'il devienne champion de l'UFC, mais bon je suivrai son retour. Un petit peu en dehors de la cage, maintenant l'UFC lance un partenariat avec Top Chrome et ils vont lancer des cartes à collectionner, un peu comme les cartes Panini pour le football, ils vont faire ça pour l'UFC. S'il y en a certains d'entre vous que ça intéresse, j'ai vu les graphismes, c'est plutôt pas mal, je vais vous en passer quelques-uns là. Et il y a eu un moment la collection des NFT de l'UFC aussi, bon ça n'a pas trop explosé en valeur depuis, mais sait-on jamais, ça peut revenir à la mode, hein. Là 2024 on dit que ça va être l'année de la crypto, l'année du Bitcoin, du NFT, tout ça, on le sait pour ceux qui s'y intéressent, c'est des cycles. Ça peut revenir, pourquoi pas. Moi j'avais testé les NFT pour être honnête quand c'est sorti le premier pack, j'avais acheté un pack. Bon voilà, c'était mon côté enfantin, ça m'a rappelé mon enfance, mes cartes Panini. Mais écoutez, on verra ce que ça donne, je vous tiendrai informé. On a le vétéran et l'ancien médaillé d'argent en lutte, mais qui était aussi vétéran UFC, Mark Madsen, le Danois, qui prend sa retraite. Donc il était sur un 12-2 en carrière, Madsen. Il était sur 2 défaites de suite là, à l'UFC, il avait perdu contre Grant Dawson et Jared Gordon. C'était pas le plus gros nom, il avait quand même réussi à battre Clay Guida à la décision. Combattant, voilà, qui passait souvent sous le radar, hein, on va pas se mentir, il était souvent sur les cartes européennes, etc. Écoutez, souhaitons-lui une bonne retraite, 40 ans quand même, hein, 40 ans quand t'as fait de la lutte et du MMA, je pense que ton corps emporte les stigmates comme on dit. Et on finit avec la petite blague de Brian Kelleher qui nous dit Trump contre Biden, main event de l'UFC 300. Ça va peut-être finir comme ça, hein. Et franchement on sait pas, toujours pas d'annonce. Bon après on a encore le temps, mais ça m'a fait rire la petite blague de Brian Kelleher. Écoutez les gars, pensez à vous abonner, à liker, ça me fait toujours très plaisir. Je vous l'ai dit hier, l'actu est un peu creuse, mais aujourd'hui ça va, il y avait un petit peu plus de choses à dire. Et puis on passe tout de suite à la minute auditeur. La minute, je la commence avec Caparzo qui me dit « Pour McGregor, c'est sûr que je serai devant ma télé le jour du combat, c'est la communication en amont que je trouve fatigante. Après, sportivement, je te comprends, pourtant je garde une petite réserve quand même, je dis pas qu'il peut pas encore surprendre, il a quand même une revanche à prendre, donc s'il prend un jour le risque de revenir, je ne pense pas que ce soit pour enfiler des perles. » Alors ça c'est pas faux, et surtout ce que je te réponds en commentaire, si McGregor nous met un KO à Chandler
en 1 minute ou au premier round ou qu'il le détruit complètement, on n'a pas fini de l'entendre avec son rire de fou, les vidéos, et on va l'entendre, et ça y est, je vais être champion des poids moyens, et je vais être champion des poids welter, et je vais être champion de ceci, là ça va être un truc de fou, l'UFC forcément va pousser à fond derrière, ça va faire rire tout le monde, mais oui c'est vrai que la communication c'est un peu relou, toutes les semaines, ouais je reviens à machin, je vais prendre lui, je vais prendre ça, et tout ça, ouais c'est vrai que c'est fatigant. Maintenant voilà, ça reste malheureusement, ou heureusement, ça reste McGregor. Adrien qui me dit... Comme je l'ai souvent dit, si personne ne veut affronter Nurmagomedov, c'est très probablement dû au dopage de son frère et de facto des suspicions qui planent sur sa team. Ça, on en entend de plus en plus parler. C'est vrai, moi, avant que se fasse choper Ousmane Nurmagomedov, j'y pensais pas du tout. Mais de plus en plus, je vois des choses passer sur les réseaux. Bon, il y a eu les déclarations de Benoît Saint-Denis, etc. Donc peut-être que ça joue un peu. Tu me dis ensuite Demetrius contre Mokaev. Franchement, j'aurais tellement aimé ce potentiel pour l'instant, avoir ses évolue combat, même en grappling. Ah, ça aurait été beau. Hein. Ça aurait été beau. De toute façon, Demetrius Johnson contre n'importe qui, c'était magnifique. Moi, c'est un combattant que j'aimais beaucoup. Pour moi, il est dans mes 2-3 combattants préférés. Et tu me dis Mighty Mouse a été, je trouve, beaucoup trop sous-estimé durant sa carrière et trop peu exposé médiatiquement parlant, probablement dû à la catégorie. Bah ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ce qui me rassure pour lui, c'est que je pense qu'il a eu des gros sponsors. Je me rappelle, à l'époque, il était sponsorisé par Xbox quand les combattants mettaient la bannière dans la cage. Boum, le gros Xbox, le short Xbox, c'était bien. Je pense qu'il a gagné de l'argent à ce moment-là et je suis très content pour lui. Et tu me dis pour Cannonier, comme je l'ai souvent dit aussi, je kifferais de ouf le voir combattre contre Khamzat. Au sol, l'américain serait très probablement en difficulté, comme tous les adversaires du Tchétchène d'ailleurs, excepté Burns et Ousmane. Mais debout, ça peut donner un combat de fou. Et donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. Cannonier en plus il revient de blessure, donc ça peut être dur. Un combat à retour de blessure entre Chimaev. Maintenant debout sur un crochet, sur un coup de coude, il peut allonger Chimaev. Si le combat dure, on verra ce que ça donne. Cannonier il a fait un petit peu de 5 rounds quand même. Donc ouais, combat assez intéressant, mais c'est vrai que quand ça va toucher le sol, ça va être très compliqué pour lui. Il y a Tristan qui me dit, il me semble que si l'UFC veut réintroduire les 12-6, donc les coups de coude en 12-6, c'est justement parce que d'après les études qui sont sorties, c'est pas des coups les plus dangereux que les autres. Alors ça, je sais pas du tout, de toute façon, tu me diras, hein, dès que les coups de touche, ça ouvre, même debout, un coup de coude, tu sautes une arcade, t'ouvres le front, t'ouvres la pommette, tout ce que tu veux. Maintenant, voilà, pourquoi pas, peut-être qu'il y a une étude qui est sortie là-dessus, et c'est fort possible. Et ensuite, on a Cool de Shanghai qui parle d'une rumeur, et ça, je l'ai vu passer ce matin. Il me dit il y a une rumeur comme quoi Colby Covington affrontera Shavkat Rakhmonov à l'UFC Seattle en juin. J'ai vu passer ça, mais j'ai pas vu de source sûre. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu, ça serait un bon combat. Pour Covington, ce serait risqué par contre, hein, parce qu'il prend pas n'importe qui. Mais là, ce serait le moment de savoir, est-ce que Covington est rincé ou pas? Si Covington, il bat Rakhmonov, bah là, n'en déplaise à certains, je pense qu'il aura sa chance pour le titre, encore une fois, parce que Rakhmonov, tout le monde le voit comme le futur champion, inarrêtable, invaincu, qui finit tout le monde. Il se fait taper par Covington, et bah Covington, c'est le prochain en liste. Écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié l'émission. On se retrouve demain à 17 h, passez une bonne soirée, salut!